Qu'est-ce que la réalité ? Qui sommes-nous vraiment ? Comment être sûr du monde dans lequel nous vivons ? Ces questions traversent et soutiennent la quasi-totalité de l'œuvre de Philip K. Dick, écrivain de science-fiction, auteur prolifique et grand inspirateur d'Hollywood. Des milliers de pages, mais aucune réponse claire de la part du maître de l'illusion, de l'équivoque et des mondes parallèles. Il ne sait pas ou il ne sait plus ce qu'est le réel. Et à la fin de sa vie, sa vision du monde se confond avec son imaginaire, perdu dans ces mondes parallèles. Un soir, Justine veut provoquer son petit ami en tirant quelques bouffées d'un joint d'herbe. Un geste devenu commun, mais qui la plongera dans une profonde perplexité. Vous écoutez Transfert, épisode 242, un témoignage recueilli par Alizée Dubus. On est en 2013, j'ai 16 ans, je suis invitée à l'anniversaire de mon meilleur ami. Il habite une ville de taille moyenne dans l'est de la France. Tout se passe dans le garage de la maison de sa mère. Donc j'arrive dans ce fameux garage et je vois mon copain et d'autres amis, certaines personnes que je ne connais pas. Toutes les chaises sont en cercle, tout autour du garage. Il y a énormément de fumée, tout le monde fume, que ce soit des cigarettes, des joints. Il y a de l'alcool posé sur une petite table au centre du fameux cercle. J'arrive à cette soirée dans un mood assez... Je suis assez fatiguée, je sors d'un entraînement de judo qui était très intense. Je fais énormément de judo avec des amis et je fais aussi beaucoup de compétitions, donc il y a quand même beaucoup d'enjeux pour moi avec ce sport dans lequel j'aimerais évoluer, peut-être prendre un peu de grade, de niveau et évoluer en compétition. Donc j'arrive à cette soirée relativement fatiguée. Mes amis m'incitent tout de suite à m'asseoir autour du cercle. Je commence à boire, à fumer. Avant cette soirée, je me suis un peu embrouillée avec mon copain. Et du coup, quand j'arrive à cette soirée, je remarque tout de suite que l'ambiance entre nous est assez tendue. On est tous les deux assez énervés l'un contre l'autre. Et je me dis que je vais essayer de l'énerver, de le titiller pour essayer de l'embêter parce que j'ai envie que cette affaire se dénoue et qu'on ait une discussion. Et je me dis, quelle bonne idée de le faire chier, quoi. Et donc, je vois qu'il y a un joint qui tourne dans ce fameux cercle et je me dis que ça pourrait l'embêter que je fume parce que je fume jamais. Et je vois que les participants à la soirée font des soufflettes entre eux et la soufflette induit forcément une certaine proximité, hein. Le principe, c'est de mettre le joint dans sa bouche et de souffler la fumée dans la bouche de l'autre. Donc ça induit forcément une certaine proximité et je me dis que si je fais ça avec le garçon qui est à côté de moi, ça va embêter Clément. Donc je fais cette soufflette et je vois que ça énerve Clément. Donc j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois et plus j'en fais, plus ça l'énerve. Donc je décide de continuer comme ça. Je sais pas exactement combien de soufflettes je fais, mais suffisamment pour être évidemment complètement défoncée, pour ressentir les effets du cannabis sur mon corps. Je sais même pas ce que je fume, j'en ai absolument aucune idée, mais ça me permet d'embêter Clément et à ce moment-là, ça m'apporte un réconfort quelconque. Les garçons sortent du garage et commencent à faire une pratique qui consiste à couper le sang qui monte au cerveau en appuyant avec les mains autour du cou de l'autre. Et ça a pour effet de faire tomber la personne dans les pommes. Et en ayant fumé énormément, ça procure une sensation indescriptible, un peu incroyable. Et donc, je les vois faire ça, je me demande ce qu'ils font. Ça m'a l'air un peu dangereux, ça m'a l'air un peu fou. Quand je les vois faire, je me dis que ça peut être une très mauvaise idée de le faire, mais en même temps, je me dis que si ça peut embêter Clément, c'est juste une manière de plus. Je suis assez omnibulée par le fait de l'embêter, quoi. Et plus je l'embête, plus je me fais remarquer. Et donc, je demande à l'ami qui fait ça de le faire. Il me déconseille de le faire, mais j'insiste, et ils finissent par céder. Cet ami-là en particulier met ses mains autour de mon cou, bloque le sang qui monte à mon cerveau, et en fait, je tombe. J'ai l'impression de tomber dans les pommes, mon corps se tombe en arrière, je me couche dans l'herbe, toujours devant ce garage. Et là, j'ai une sensation indescriptible. L'une des premières choses que je vois, c'est comme des espèces de cubes qui s'empilent les uns sur les autres au-dessus de ma tête. J'ai les yeux grands ouverts, mais je ne vois pas. Tout ce que je vois, c'est ces fameux cubes un peu comme Tetris, qui se mettent les uns sur les autres. J'ai l'impression d'être très loin, je sais pas si je suis morte ou si je suis vivante. Tout ce que je sais, c'est que j'ai très peur. Mon cœur s'emballe, évidemment, je sens que je palpite.
Je me sens très très mal, j'ai très très peur et j'ai très très envie que cet épisode se termine. Je pense que je fais un bad trip. Je fume pas énormément, je bois pas énormément. Quand je fais des soirées, ça m'arrive de tirer sur un joint, mais c'est très très rare. Donc en fait, la sensation de défonce que les fumeurs connaissent, moi je la connais pas. Et donc cette défonce-là me fait très peur. Surtout que là, je sens qu'après cette fameuse pratique, elle est très intense et ça me fait très peur. Quand je tombe et que je sens que je perds le contrôle, j'ai peur de ne jamais revenir à mon état normal. C'est quelque chose qui me fait très peur. En fait, j'ai peur de rester coincée. Je sens que je perds complètement le contrôle. Je contrôle pas ma vue, je contrôle pas mes sens, je contrôle rien. J'ai le recul très vite de me dire que c'est très bête d'être dans cet état-là alors que je fume jamais, je fais pas énormément d'excès en soirée. Je reste quand même très sage par rapport à mes objectifs sportifs, ma vie qui est plutôt saine et j'ai très vite très peur que tout ne rentre pas dans l'ordre en fait. On est une dizaine à cette soirée. J'entends, des personnes dire: «Il faut qu'on appelle les pompiers» ou «Il faut qu'on appelle sa mère». C'est la pire chose, pour moi qu'on puisse faire, d'appeler ma mère ou d'appeler les pompiers. J'ai pas du tout envie de faire un drama avec ce qui vient de se passer. Moi, j'ai juste envie que ça se termine très vite et que tout rentre dans l'ordre et que cette histoire n'ait évidemment aucune répercussion sur quoi que ce soit. Tout le monde vient me parler en me disant que ça arrive, que c'est possible en soirée évidemment, que ça se passe mal, mais que tout va rentrer dans l'ordre et que c'est arrivé à plein de gens avant moi et que ça ira pour moi. J'y crois moyennement, quoi. Personne n'arrive vraiment à me rassurer. Évidemment, mon copain culpabilise beaucoup de ce qui s'est passé. Moi, j'ai honte. Je trouve évidemment que ce que je viens de faire, est extrêmement bête. Mais je me dis aussi qu'à 16 ans, ça arrive de dépasser un peu les limites. J'ai le sentiment, au fond, que ça ira pas forcément mieux, mais j'essaye de me rassurer en me disant que ça ira. Le lendemain, je me réveille, toujours dans la maison de la mère de mon meilleur ami. Ma mère vient me chercher comme il était prévu le matin. Elle ramène également l'ami que j'ai emmené avec moi à cette soirée. Sur la route pour rentrer jusque dans le village dans lequel habitent mes parents, je m'accroche au siège parce que j'ai la sensation que le siège n'est pas stable, qu'à tout moment, je peux m'envoler. Je suis, encore dans un état, assez anxiogène. Je suis hyper anxieuse et je sens encore que ce qui m'est arrivé la veille, est pas complètement terminé. Je sais pas si je suis en train de rêver, je sais pas si ma mère est vraiment venue me chercher. J'ai du mal, en fait, à savoir si tout ce qui se passe est réel. Là où c'est compliqué, c'est que ce fameux épisode pendant lequel je perds complètement mes repères, pendant lequel je sais pas si je suis morte ou vivante, ce moment où, en fait, j'angoisse extrêmement et sur lequel je suis incapable de mettre un nom, un mot, se répète. Donc les jours et les semaines, qui suivent, cet anniversaire, j'ai vraiment la sensation de retomber complètement dans cet état de défonce. Elles peuvent, durer quelques secondes comme quelques minutes, c'est jamais, très long. C'est pas forcément des moments où j'ai, une très grande montée d'anxiété, ça peut intervenir un peu n'importe quand je suis au judo aussi et j'ai un peu l'impression que mon cerveau a trouvé le moyen de se souvenir de ce moment-là et c'est comme si, en claquant des doigts, cette sensation pouvait revenir et c'est extrêmement désagréable parce que le fait que cet épisode se réitère, recommence, j'ai la sensation qu'en fait, ça s'arrêtera jamais et je resterai bloquée, dans ce bad trip toute ma vie, en fait. La question qui se pose, c'est principalement: est-ce que ce que je suis en train de vivre est réel? Je suis dans mon lit, j'ai la sensation d'être, complètement absorbée par mon lit. Quand je marche, j'ai l'impression que le sol n'est pas forcément dur, que je m'enfonce dans le sol. Quand je touche une table ou une surface, j'ai la sensation que ma main s'enfonce sur la table. C'est comme si rien n'était palpable, rien n'était solide, rien n'était dur et je sais pas si je suis réellement, là. Je sais pas si ce que je suis en train de vivre est vraiment réel. Je sais pas si je suis morte ou si je suis vivante. Ça, c'est la principale question que je me pose. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce qui m'arrive dans ces moments-là. En 2014, je suis en cours d'espagnol et la prof d'espagnol est en train de nous donner la liste des devoirs à faire pour le prochain cours et
Ma meilleure amie qui me dit oh là là, mais il y a énormément de devoirs à faire pour le prochain cours. Et moi, en fait, j'entends cette phrase, mais je suis pas là. Je vois un arbre dans la cour du lycée qui bouge d'une manière assez forte, en fait. Il y a beaucoup de vent, donc les branches se couchent. Et je me dis que tout ce que je suis en train de voir n'est pas réel. Et à ce moment-là, je phase complètement. Et je me dis, ok, encore un épisode, quoi. Ça me donne très envie d'en parler. J'en avais encore parlé à personne. Et je me dis que ma meilleure amie, c'est sûrement l'une des meilleures oreilles. Donc je décide de lui en parler. J'attends devant le lycée un moment où on se retrouve toutes les deux. Et je lui explique ce qui s'est passé à cette fameuse soirée. Je lui dis donc que voilà, le jour de l'anniversaire de mon meilleur ami, j'ai un peu abusé, j'ai trop fumé. Et depuis, j'ai ces fameux épisodes qui me font très peur. Évidemment, elle m'en veut d'avoir fait ça, elle m'en veut d'avoir abusé, elle m'en veut d'avoir fumé. Évidemment, elle me dit que c'était pas sage de faire ça et que c'était une très mauvaise idée et que finalement, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. C'était pas la bonne oreille à laquelle raconter mon histoire, quoi. Je ne pense pas que Clément puisse être la bonne personne à laquelle raconter mon histoire. Ça fait peu de temps qu'on est ensemble. Je pense que j'ai honte de ce qui m'arrive et je sais que Clément est quelqu'un de très rationnel et de très positif. J'ai peur qu'il ne me comprenne pas et ça fait pas assez longtemps qu'on est ensemble pour que je me sente assez en confiance pour lui dire ce qui m'arrive. Je me dis que c'est pas la bonne personne à laquelle en parler. Ces épisodes pendant lesquels je me sens plus moi-même, pendant lesquels j'ai la sensation de plus être vraiment ancrée sur terre, ils m'emmènent à perdre une partie d'insouciance. On passe de l'adolescence à la vie d'adulte doucement, mais je crois que je commence à comprendre que ce qu'on fait quand on est jeune, ce qu'on fait quand on est insouciant, peut avoir un réel impact sur qui on devient et à quoi ressemblera notre vie d'adulte. Je me dis que ce serait trop bête d'avoir fait cette erreur-là, à 16 ans et de rester coincée toute sa vie, et que ça ait un impact énorme sur qui je suis plus tard, en fait. J'ai évidemment la sensation, d'être folle. Je me dis que ça y est, je suis, cette fille-là qui est restée coincée, elle a trop fumé à une soirée et elle est restée coincée. Je me dis: «OK, c'est moi cette fille-là, en fait». J'ai jamais voulu décevoir mes parents, c'est quelque chose qui est hyper ancré en moi. J'ai cette peur-là de décevoir, mais que ce soit mes parents ou mon entourage en général. J'ai pas du tout envie de voir la déception dans les yeux de mes parents, notamment les yeux de ma mère. Ma mère n'a jamais fumé, ma mère n'a jamais trop bu. Elle a toujours été très sage, même en étant jeune et je sais qu'elle serait très déçue de savoir que j'ai fumé. Il y a un vrai débat avec mes parents par rapport au judo. Est-ce que je vais en faire ma vie? Est-ce que je vais finalement choisir de faire des études? C'était le moment un petit peu charnière de choisir entre les 2, entre le sport et les études et si mes parents, apprennent que j'ai fumé ou que je bois trop en soirée, je savais que ce serait pas bon pour moi pour évoluer dans le sport donc il y a un petit peu des limites qui m'empêchent d'en parler à ma mère. Je décide de regarder sur internet ce qui peut m'arriver et je pense que c'est le mauvais réflexe de taper, la liste des symptômes de ce qu'il nous arrive et d'essayer de voir, ce que ça peut être sur internet et donc je tape, quelque chose comme, bad trip, cannabis, rester coincé, quelque chose comme ça et évidemment, Google n'est absolument pas rassurant et ce que je vois dans les premières pages, c'est, schizophrénie, maladie psychiatrique, et je me doutais de ce sur quoi j'allais tomber. Mais en fait, quand je vois, à quel point ça peut être grave ce qui m'arrive, je réalise vraiment, qu'il va falloir que je prenne les choses en main et que j'en parle à quelqu'un. Je décide d'en parler à ma mère. Le soir même, ma mère rentre du travail, il est plutôt tard. Je suis toute seule à la maison, j'entends la porte du garage, qui s'ouvre et qui se referme. Je sais que c'est ma mère qui arrive et je décide à ce moment-là de lui raconter ce qui se passe. Ma mère passe, dans le couloir juste devant ma chambre. Je lui demande de s'arrêter. Elle s'assoit sur mon lit. Je lui raconte tout ce qui m'arrive en pleurant. J'insiste pas forcément sur la quantité de cannabis que j'ai pu, ingérer ce soir-là et évidemment, je vois la déception dans ses yeux. Ce qui devait arriver arriva et elle est très déçue. Quand, je lui parle de tout ça, elle est très déçue aussi de Clément qui ne m'a pas arrêtée, même si j'insiste bien sur le fait que c'est moi qui ai décidé de faire tout ça, que c'est moi qui ai insisté pour qu'on me le fasse. Ma mère
me dit que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre, de voir comment le temps peut apaiser les choses. Et elle me dit aussi que je peux consulter un médecin. Donc je décide de consulter un médecin qui, au moment de la consultation, ne me donnera pas forcément les réponses à mes questions. Quelques mois plus tard, suite à des disputes avec mes parents, notamment avec ma mère, avec laquelle on a quelques rapports conflictuels, ma mère me demande si j'ai envie d'aller discuter avec une psy. J'ai très envie de le faire et je me dis intimement que je pourrais lui parler de ces fameux épisodes et que peut-être qu'elle comprendra et qu'elle me donnera la réponse à mes questions. Et donc j'accepte d'aller voir une psychologue. Je lui parle de suite de ces fameux épisodes et c'est vraiment pour moi la question principale à laquelle je souhaite qu'elle réponde. Elle dédramatise immédiatement ce qui m'arrive et me fait comprendre que je ne suis pas la seule. Elle me donne une version très imagée de ce qui a pu m'arriver. Scientifiquement, évidemment que ça s'apparente pas à ça, mais elle m'explique que c'est un petit peu comme si mon corps avait ingéré trop de THC et donc trop de substances psychotropes d'un coup, alors que mon corps était pas habitué à ça. Et c'est comme si, en fait, cette quantité de THC était restée stockée dans mon corps et que petit à petit, mon corps essayait de s'en débarrasser et que pour s'en débarrasser, il fallait que je replonge dans cet état, de défonce, en fait, qui me faisait, moi, très peur. Cette psychologue m'explique que ce que je fais s'apparente à de la déréalisation ou de la dépersonnalisation. On a l'impression que tout ce qui se passe autour de nous n'est pas réel. On se pose un milliard de questions. Est-ce qu'on est mort ou est-ce qu'on est vivant? Et donc, c'est exactement ce que je vis et c'est la première fois que j'ai un vrai mot sur ce qui m'arrive. C'est la première fois que quelqu'un m'explique ce qui se passe et je suis extrêmement rassurée à partir du moment où on m'explique, ce qui m'arrive, en fait. Pour moi, le principal, c'est d'avoir une réponse à mes questions. C'est d'avoir, un mot sur, ce qui m'arrive, avoir un diagnostic, en fait et savoir comment faire pour que tout ça s'arrête. Évidemment, je suis un petit peu déçue quand on me dit qu'il y a pas grand-chose à faire à part, attendre et que peut-être qu'avec le temps, tout ça se calmera, mais que ce n'est rien de grave. C'est pas quelque chose, qu'il faut absolument traiter ou qui puisse dégénérer. C'est vraiment, des épisodes qui se passent et qu'il faut apprendre à accepter et donc je ressors, apaisée de cette séance, avec la psychologue. J'apprends à prendre du recul par rapport à tout ça et les crises sont de moins en moins puissantes. Je les vis de mieux en mieux et au fur et à mesure des années, j'ai la sensation que les épisodes sont de moins en moins fréquents, de plus en plus éloignés les uns des autres et de moins en moins intenses. Mon copain, pour mes 19 ans, décide de m'inviter dans son appartement à Lyon, que je n'ai encore jamais visité. Et on fait une petite soirée donc pour mon anniversaire, surprise, avec mon meilleur ami et sa petite amie. Et on fait une soirée tous les quatre sur le canapé, vraiment rien de bien fou. Et mon meilleur ami fume, comme il a toujours fait. Et du coup, il y a un joint qui tourne autour de la table à cette soirée. Et je ne sais pas du tout ce qui me passe par la tête. Je décide de prendre ce joint et de fumer. Instantanément, tout ce qui a pu m'arriver par le passé, me revient en pleine figure et je retombe, dans ce trou, infini, d'anxiété, d'angoisse, de bad trip, quoi. Je refais encore un épisode, jusqu'au moment où j'arrive enfin à m'endormir. Depuis, cette fameuse date, je n'ai jamais refumé depuis. Je pense que j'ai enfin appris la leçon. Les épisodes reviennent parfois, mais ils sont vraiment beaucoup plus petits, beaucoup moins intenses. Je fais plus de très gros épisodes comme j'ai pu le faire, par le passé. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec. Je me sens mieux quand je fais des épisodes. Je me mets plus dans des états de panique, extrêmes comme j'ai pu le faire. Parfois, je fais des épisodes et je m'en rends même pas compte. Enfin, je n'y pense même plus. C'est absolument pas handicapant au quotidien. J'ai un peu caché ces épisodes, comme si c'était mon gros secret pendant longtemps. Même avec, Clément qui est toujours, mon compagnon à l'heure actuelle, ça a jamais été un vrai sujet de discussion. J'ai beaucoup gardé ça pour moi, en n'ayant pas forcément envie d'étaler, ce qui m'arrivait aux yeux de tous et j'avais très peur d'être folle aussi. Évidemment, en ce qui concerne mes parents, c'est pas un sujet qu'on aborde énormément. Ça reste quand même un peu tabou et c'est pas quelque chose, sur lequel j'ai forcément envie de m'étaler. Donc je parle pas beaucoup de ce qui m'est arrivé, de ce qui m'arrive encore aujourd'hui.
J'ai rencontré très très peu de personnes qui ont vécu la même chose que moi, voire personne qui n'aurait une expérience similaire à la mienne. Je pense que c'est quelque chose dont on parle peu. La dépersonnalisation, la déréalisation, le fait d'avoir la sensation d'être resté bloqué dans un bad trip. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur de ça. Je suis complètement vaccinée contre tout type de drogue. C'est quelque chose qui me fait encore aujourd'hui très peur. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 242, un témoignage recueilli par Alizée Dubus. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Alizée Dubus. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Christophe Caron. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.